Chère famille Sassanochi, bonjour, nous sommes sur notre shiur spécial Purim. Chers amis, j'ai une grande question à vous poser. Tout le monde connaît Purim. Tout le monde connaît Purim. Purim, c'est quoi? Purim, on boit. Purim, on s'amuse. Purim, on blague. Tout le monde aime Purim. Qui c'est qui n'aime pas Purim? Si seulement Purim pouvait être là 2 fois par an, ça serait tellement bien. Seulement non. Il y a le Harizal qui vient qui nous dit attention, attention, attention. Purim, qu'est Purim? Purim, c'est Kemo Purim. Attention. Il y a le Yom Kippour, il y a Purim. Et Purim, c'est un moment extrêmement kadosh. Et il y a Yom Kippour, Yom Kippourim, c'est comme Purim. C'est le moment le plus kadosh de l'année. Quoi? Le moment le plus kadosh de l'année, tu me laisses à boire, à s'amuser, à rigoler, à blaguer. C'est ça le jour le plus kadosh de l'année? Très intéressant. J'aurais pensé que le jour le plus kadosh de l'année, ce soit un jour solennel, où on s'assoit par terre, ou avec une petite larme. C'est ça qu'on aurait pensé peut-être le jour le plus kadosh de l'année. Purim, il y a une mitzvah particulière d'être avec l'autre. La mitzvah particulière d'être à Purim, c'est donner des matanot levioni, donner des cadeaux aux pauvres, mishloach manot, donner des condiments à ses amis. Évidemment, Kiryat HaMegillah, il faut écouter la Megillah, 2 fois la Megillah. Mais là, on voit tout, Kamouvan, le Mishté, faire la Seudat de Purim. Le Mishnah Berurah nous ramène que la Seudat de Purim ne peut pas se faire seule. La Seudat de Purim, il n'y a pas de simcha quand on est tout seul. C'est pour ça que le Mishnah Berurah nous dit la Seudat de Purim, il faut la faire en communauté. Il faut la faire avec des amis. Pour que ce soit plus on est de fous, plus on rit. Comme ça nous dit le Mishnah Berurah. C'est très intéressant parce qu'on ne voit nulle part. À part Purim, une mitzvah comme ça, que Chachamim nous donne, ou que même la Torah nous donne, tu dois aller donner un cadeau à ton voisin. Tu es obligé, tu es un chiyuv, d'aller donner un cadeau à ton voisin. Et d'aller donner de l'argent aux pauvres, ce jour-là. Et tu es obligé d'être heureux avec tes amis ce jour-là. Tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi juste aujourd'hui? D'où on a vu quelque chose pareil? On n'a jamais vu quelque chose pareil. Et pourquoi Chachamim, ils en viendraient à faire un tel commandement? Les Chachamim, il faut ce jour de Purim, et c'est extrêmement important, faire tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble et tous ensemble. Très intéressant. Pour essayer de comprendre ça, à Botaï, il faut reprendre l'histoire. Il faut reprendre l'histoire pour savoir exactement c'est quoi Purim, c'est quoi l'histoire de Purim. Alors tout le monde sait à peu près, d'accord, c'est dans le brouillard, il y avait un méchant Haman et il voulait condamner les Juifs, il voulait exterminer les Juifs et puis tous ses plans ont été déjoués et puis Basov c'est lui qui a été pendu. Voilà, en 2 mots, c'est ça la Megillah. À Botaï. On va expliquer la Megillah en long, en large, en travers, selon les Midrashim, vous allez comprendre que Purim c'est quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important. Nous nous situons à l'époque de Koresh. Koresh était un roi qui avait donné ordre de reconstruire le Beth Amikdash. C'est-à-dire que, en fait, Purim, on se situe entre le premier Beth Amikdash et le deuxième. C'est-à-dire pendant les 70 ans d'exil qu'il y avait entre la destruction du premier Beth Amikdash et la construction du deuxième Beth Amikdash. Pendant ces 70 ans d'exil, là, l'histoire de Purim se passe. Plus exactement, on est à la fin de ces 70 ans. Il y a Koresh qui a donné donc pour ordre de reconstruire le Beth Amikdash, qui a donné tous les Shurim, il a donné les permis de construire, il a dit c'est bon, vous pouvez reconstruire le Beth Amikdash. Seulement le problème c'est que Koresh est mort avant d'avoir pu mettre à l'œuvre. Ben alors c'est pas grave, alors son fils, ouais, mais le problème c'est que Koresh n'avait pas de fils. Alors il n'y avait plus de royauté. Alors ils ont dit, mais qui va être le roi? Ils ont dit, ben le roi, ça va être celui qui sera le plus riche. Et qui était le plus riche? Il y avait un monsieur qui s'appelait Achashverosh, il était extrêmement riche. Donc il dit, ben voilà, c'est lui qui va être le roi. Et voilà qu'Achashverosh, qui n'avait rien de roi, il était même bête, mais il montait en tant que roi. Mais pour prouver sa royauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste simplement, il s'est marié avec Vashti. Qui était Vashti? Elle descendait de Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, c'est là que notre Megillah va commencer. Vaïhi bimei Achashverosh. Vashti, elle est partie voir Achashverosh, elle lui a dit attends,
Je ne comprends pas. Moi, je descends de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash. Et nous, on va donner, on va permettre qu'il soit reconstruit, le Beth Amikdash. Il faut tout de suite prendre dans les archives tous les papiers que Koresh il avait pris pour que le Beth Amikdash soit reconstruit, et il faut annuler tout ce décret que le Beth Amikdash soit reconstruit. Au contraire, on ne veut pas que le Beth Amikdash soit reconstruit. Qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il a pris ses 7 conseillers. Il a dit ok, il a pris les 7 conseillers, comme ils sont marqués dans la Megillah, et il leur a demandé qu'est-ce qu'on fait. Ils ont dit oui, évidemment, il faut annuler. Donc qu'est-ce qu'ils ont pris? Le décret, ils l'ont déchiré, et ils ont dit maintenant, pas de Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Megillah, Vayehi bimer Achashverosh. Vaï, c'est un lachon de oi, de malheur. Ça veut dire qu'au moment où Achashverosh il est venu, au moment où Achashverosh est monté au règne, à partir de ce moment-là, c'est fini. La reconstruction du Beth Amikdash n'était déjà plus dans les programmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vashti, c'était une Kohazana aussi, hein. Ne croyez pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je ne comprends pas Achashverosh. Elle est partie le voir un soir, elle a dit, écoute, j'ai un grand problème. Tu sais que, selon les prédictions, les Juifs sont censés être 70 ans en exil. Or, si maintenant il reste très très peu de temps avant la fin de l'exil. Donc, si les Juifs ne vont plus être en exil, ça veut dire que de toute façon, le Beth Amikdash sera reconstruit, et toi et moi, on pourra pointer à la NPE. On ne sera plus roi, parce qu'il y aura le Beth Amikdash. Je vais dire, c'est un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vashti lui dit, écoute, j'ai une solution. Tu sais que le Dieu des Juifs déteste la débauche. Eh bien, on va les entraîner à se débaucher. Et grâce à ça, eh ben, tu sais, les Juifs, ils seront, Hachem, leur Dieu, il leur mettra en exil pendant encore 10 ans, 100 ans, peut-être 1000 ans. Et nous, on restera les rois. Je me dis, mais quelle bonne idée. Et de là commence la Megillah, qui dit qu'Achashverosh a alors fait un festin de 180 jours. Il a invité tout le monde. Vous imaginez, c'est quoi un festin de 180 jours? 180 jours, ça veut dire 6 mois. Ça veut dire 6 mois, on est assis dans un festin. Mais comment on va vivre? Qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas, on a la CGT, la RTT, la PMU, le IRM, le RCH, les PTT, ce que tu veux. D'accord? On va te donner de l'argent comme tu veux. Mais 6 mois de michté. 6 mois assis à manger. Alors, mais qu'est-ce qu'il y avait au michté? Qu'est-ce qu'il y avait à manger? Quoi, du poulet? Non. Les choses les plus bonnes, ils étaient assis dans les coussins les meilleurs, les plus beaux, les plus riches. Chacun, la Gemara nous dit, chacun avait droit à du vin qui était aussi vieux que son âge. S'il y avait un vieux pépé de 90 ans, on lui donnait du vin de 90 ans qui était resté dans le tonneau, dans le fût. Ça veut dire dès qu'on le sentait, la personne pouvait s'évanouir tellement que ça sentait bon. 6 mois. Et voilà que les 6 mois passent. Les gens disent, bon, bah, ça y est, on part pour le travail. Il dit, non, maintenant pour les gens de Shushan, pour les gens de Suse, je vais leur faire encore 7 jours de michté. Encore 7 jours. Mais là, pendant ces 7 jours, je vais leur montrer toutes mes richesses. Pourquoi les gens de Suse? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Mordechai, il habitait à Shushan, etc. Et Esther et Hachem, il a dit, bon, je vais t'amener chez toi le rachat pour que tu puisses l'esquinter. Je vais t'empêcher, tu sais quoi, tu vas pas devoir aller jusqu'à chez lui. Hachem, il a fait un chesed. Comment il a fait? Hachem, il a mis une shigaon, une folie dans la tête d'Achashverosh, qui était tellement riche, il a dit, je veux le même chaise, le même trône que Shlomo Amelech. Pendant 3 ans, les gens, ils ont construit le trône avec de l'or, avec des pierres précieuses, avec des sculptures. Ils ont fait quelque chose de merveilleux. Au bout de 3 ans, il a dit, bon, allez, on l'amène au palais. Il a dit, mais tu rigoles ou quoi? Il fait 75 millions de tonnes de trucs, on peut même pas, on va le soulever, tout va partir. Il va s'esquinter. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas le déplacer. Achashverosh, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez chez moi? La capitale, elle n'est pas ici. La capitale, elle n'est pas à Shushan. C'est comme si qu'on va dire aujourd'hui, pour ceux qui habitent en France, d'accord, c'est comme si qu'on va vous dire, eh ben, on va changer la capitale de Paris, d'accord, la capitale, ça ne va plus être Paris parce que le président de la République, il a fait un truc, donc ça va être dans un lieu dit, au fin fond, là-bas, à côté de Grenoble, il y a un petit lieu dit, là-bas, ça va être la capitale de France, n'importe quoi. Mais bon, Achashverosh, il s'en fiche.
Et comment il fait alors pour construire son palais? Ben, tout simplement, il a fait construire son palais autour du trône. À l'envers. Ok. Et voilà que, puisque c'était à Shushan, c'était à Suse, donc tous les gens de Suse, tous les juifs de Suse sont venus, et au bout de 7 jours, ouais, il leur a donné le vin, du bon vin, et bien sûr, ils pensaient qu'ils allaient se débaucher. Mais les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait quand on leur donne du bon vin? Et c'est le 7e jour, c'est Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à chanter. Yom Zele Israël, voilà, c'est ce qu'ils commencent à faire, les juifs. Par contre, les goïms, dès qu'on leur donne du vin, ils commencent à dire des bêtises, ils commencent à dire des choses sales. Et c'est à ce moment-là que Achashverosh appelle Vashti, comme c'était convenu. C'était convenu qu'elle vienne, pas habillée, devant les gens, pour que tout le monde voie sa beauté. Et c'était le but de là que les Juifs se débauchent, et c'était le but de là que Hachem abandonne le clan d'Israël. Seulement Vashti, elle n'a pas envie de venir. Pourquoi? Marloquet dans la Gemara, pourquoi elle ne voulait pas venir? Il y en a qui disent qu'elle avait eu de la tsarat, elle avait de la lèpre. Il y en a d'autres qui disent qu'elle avait une queue. Une queue, il a poussé une queue. Elle ne voulait pas venir avec une queue. Achashverosh, il était complètement saoul. Il dit, mais elle est où Esther? Il dit, mais elle ne veut pas venir, elle refuse de venir. Mais elle est où? Elle refuse de venir. Et là, il commence à se passer une dispute entre Achashverosh et Vashti, une dispute terrible. Vashti commence à dire à Achashverosh, il dit, écoute-toi d'abord, petit imbécile. Tu es roi, tu es fils de roi, tu es rien du tout. Tout ce que tu es roi aujourd'hui, c'est grâce à moi, parce que je suis de la dynastie des rois Netzar. Et Achashverosh lui dit, mais attends, tout ce que tu es reine, c'est grâce à ma richesse, parce que toi, tu ne vaux rien. Et voilà qu'il se passe un victoire, d'accord, une dispute entre Achashverosh et Vashti. Et Achashverosh, il dit à ses conseillers, je veux la tuer, qu'est-ce que vous dites? Il dit, bah oui, on est d'accord. Tuez-la. Il apprend, pendaison. Bam, il a tué. Le lendemain, Achashverosh, il se lève de sa truc. Vashti, fais-moi un café, s'il te plaît. Vashti. Ding, 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 Vashti. Le conseiller lui dit, Vashti, paix à son âme. Quoi, paix à son âme? Quand elle est morte? Ben, hier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, sire, c'est vous qui l'avez tuée. Je l'ai tuée. Mais qui m'a dit la tuer? Ben, vous vous êtes concerté avec nous, sire. Ben oui, mais j'étais saoul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris l'un après l'autre, il les a tous tués. Voilà que Vashti, la première qui a annulé la reconstruction du Beth Amikdash, a été tuée en première. Et voilà que sur les sept conseillers du roi, 6 ont été tués. Memouchan n'a pas été tué. Qui est Memouchan? On va le voir. Memouchan, il est parti donc à la préfecture, il a dit ouais. Tous les conseillers du roi, ils sont en train de se faire guillotiner. J'ai peur. Il est parti à la préfecture, il a dit écoutez, je change de nom. À partir de maintenant, je ne veux plus m'appeler Memouchan. Ah oui, comment voulez-vous appeler, monsieur? Je veux m'appeler Haman. Dans les trucs du roi, c'est Memouchan qui devait être tué, pas Haman. Et voilà qu'Haman, il a eu la vie sauve. Hachem, il lui a dit, ah, tu crois que c'est la fête? Tu crois que c'est la fête? Ils ont tous été guillotinés, ils ont tous été tués, parce qu'ils ont empêché la reconstruction du Beth Amikdash, et toi, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? T'inquiète pas, toi, je vais te faire on va te faire, tu vois, un bon plat de frites. On va te manger tout cru, toi. Attention. Mais seulement, on ne va pas te manger comme ça. Doucement. Très sympathiquement, on va t'escaper. Voilà qu'Achashverosh, il fait monter Haman. Avant de faire monter Haman, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche, donc bien sûr, dans tout le royaume, il cherche une nouvelle femme, et qui il trouve? Évidemment, comme l'histoire le dit, comme tout le monde le sait, Esther. Esther qui s'appelait Hadassa. Pourquoi elle s'appelait Hadassa? Parce qu'elle était verte comme un hadass. Alors pas comme dans toutes les traductions des Megillot qui étaient verdâtres, et comme on dirait par exemple que les Indiens sont rouges, qui sont un petit peu rougeâtres. Non. Autant que vous dites que les gens d'Afrique ont la peau noire, d'accord? Vous dites les gens de Suisse sont surtout avec la peau blanche. Eh ben, elle était verte. Elle était verte. Ouais, elle était verte. C'est bizarre, hein, quelqu'un de vert. Hein. Mais comme ça, Hachem, il voulait qu'elle trouve le chêne, elle trouve grâce par rapport aux yeux de Achashverosh et qu'il se marie avec elle. Après, Haman monte de grade. Et voilà qu'Haman monte de grade et il devient pratiquement le sous-roi, le conseiller du roi, mais évidemment que c'est devenu quelqu'un de très important. Et voilà, la vie continue. Esther, elle,
ne veut pas dire, ne veut pas dévoiler en aucun cas à Achashverosh qui elle est, d'où elle vient, qui est son père, qui est sa mère. Elle ne veut pas le dire. Pourquoi? Parce que Mordechai lui a dit, tais-toi, ne dis pas. Et pourquoi Mordechai lui a dit? Parce que Mordechai lui a dit. Parce que quand il y a des chachamim qui lui disent quelque chose, on se la ferme, on ne dit rien. Ok, c'est comme ça. Et Achashverosh, il essaye de la soudoyer, de lui demander. Il a envoyé des cadeaux à toutes les contrées pour lui dire peut-être que grâce à ça, elle va me dire d'où elle vient. Il a envoyé des cadeaux à toutes les contrées avec la signature Esther, c'est moi qui vous ai envoyé ces cadeaux, comme ça tout le monde va l'aimer, etc. Rien à faire. Esther, elle ne dit rien. Esther, elle, était aimée de toute la terre. Comment c'est qu'elle était aimée de toute la terre? C'est marqué comme ça. Que tout celui qui voyait Esther, il la voyait comme une femme de son entourage. C'est-à-dire, les gens de Chine, ils la voyaient avec les yeux bridés. Ils disaient, ah, elle est de chez nous, ça là. D'accord? Je sais pas moi, les Suisses, ils les voyaient avec blondes, yeux bleus, avec une raquette derrière. Ouais. Ils disaient, ah, elle est de chez nous. Par contre, les Africains, ils la voyaient noire comme ça, avec les cheveux crépus. Ils disaient, elle est de chez nous. Et les Tunisiens, ils la voyaient comme ça, avec un plat de couscous. Elle est de chez nous. Et voilà, comme ça, exactement. Chacun la voyait comme il voulait la voir. Impressionnant. Aman, qui ne pouvait plus se garder de joie, et comment il était plein de kavod. Il sortait dans la rue et puis tout le monde se prosterne à lui. Seulement un qui ne se prosternait pas à lui, Mordechai. Mordechai ne voulait pas se prosterner. Probablement il avait une avodazara sur lui, il avait une avodazara et donc ça se prosternait. Et le pire, c'est que Mordechai lui montrait la chaussure. Quelle chaussure? Allez, on reprend un petit peu l'histoire. À l'époque, avant, bien avant la Megillah, ils étaient dans le désert, Mordechai et Aman. Ils avaient très soif. Et Aman, il a demandé à Mordechai, donne-moi de l'eau. Il a dit, je veux bien. Et ici, Habibi, ça coûte cher. Dans le désert, hein, ça coûte cher. Hein. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas d'argent. Il dit, bah, pas de problème. Tu sais quoi? Tu vas te vendre à moi en esclave et tu vas avoir, grâce à ça, je te donne ma bouteille d'eau. Il dit, d'accord, je veux bien. Il dit, attends. Les paroles s'envolent. Il faut que les écrits restent. Il faut que tu m'écrives. Il dit, où c'est que je vais t'écrire? Il dit, bah, tu vas m'écrire sur le soulier de la chaussure. Derrière, c'était du cuir, il a écrit, et voilà qu'il écrit, Aman, je me vends à Mordechai en tant que Eved Olam, en tant qu'esclave. Et voilà que la roue a tourné, et que Aman, ça devient le grand chef. Et puis, dès qu'il avance dans la rue, qu'est-ce qu'il lui monte à Mordechai? La chaussure! Où il a marqué quoi? Je suis Mordechai, je suis ton maître, et tu es mon esclave, et je ne proteste pas devant toi. Aman, il commence à fuminer. Vous savez, il y a de la fumée là qui sort de lui. Bon, il rentre chez Aman, il rentre chez Mordechai, il rentre chez Achashverosh. Il dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une idée. Il va voir Achashverosh, il dit, écoute, j'ai 10 000 pièces d'or. Tiens, les 10 000 pièces d'or, s'il te plaît, laisse-moi tuer le peuple juif. Tu comprends? Le peuple juif, il ne sert à rien. Tu comprends, le peuple juif? C'est un peuple qui est Mefouzar ou Meforad. C'est un peuple qui est complètement éparpillé. C'est un peuple qui s'en fiche de tout. C'est un peuple de fainéants. Parce que chaque fois que tu vas les voir, tu vas leur dire, écoute, on va un petit peu schématiser ça. Hey, Shlomo, tu viens travailler aujourd'hui? Ah non, aujourd'hui c'est RF Bdikat Hametz, je dois aller à la maison. Bon, et demain? Ah, c'est Bdikat Hametz. Bon, alors après-demain? Ah non, c'est Pessah. Bon, alors après-demain? Ah ben non, pendant une semaine après, bah tu comprends, c'est Chol HaMoed. Toi, ça finit quand votre Chol HaMoed? Ah bah ça finit à la fin de la semaine. Ok, alors après tu viens? Bah non, je vis chez le Pessah. Ah, et après? Bah non, Yom Tov Sheni Shel Galouyot, d'accord, le deuxième jour. Ah d'accord, et après? Bah non, après c'est Isrouchak, je peux venir travailler. Ah, et après? Bah après c'est vendredi, juste après c'est Shabbat, donc je fais le pont. Et après? Mais vous travaillez jamais les Juifs, vous êtes des parasites! Ça sert à rien, ils ne servent à rien! Achashverosh écoute ça et dit, t'as raison, faudrait les tuer. Mais Achashverosh, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 10 000 pièces d'or et il les rend à Aman. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, attends, tu vas faire un crime contre l'humanité, tu vas faire un génocide. Et demain, il va se passer que l'ONU, ou je ne sais pas quel organisme mondial, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont venir m'accuser que j'ai fait un génocide. Alors tu sais quoi? Je ne veux pas avoir un rapport avec ça. Si c'est toi qui dois passer à la casserole à la fin et que tu dois t'asseoir en prison pendant 50 ans, d'accord? C'est toi, pas moi. Ok? Alors reprends des 10 000 pièces d'or et on n'en parle plus. Vas-y, fais ce que tu veux avec les juifs. Et voilà qu'Aman, il est en train de se faire un régal. Il a marqué des lettres de partout. On va exquinter les juifs avant ça. Il y a Mordechai que par Ruach HaKodesh. Il a su tout ça. Il a su toute cette histoire.
Mais maintenant, passons dans l'histoire de Mordechai. D'accord? On fait une pause avec Aman, on passe dans l'histoire de Mordechai. Il s'est passé un jour que Mordechai, il rencontra Bigtana Vateresh. Bigtana Vateresh, c'était deux serviteurs du roi, que depuis qu'il s'était marié avec Esther, eh ben, il dérangeait à chaque fois, au milieu de la nuit, les serviteurs pour qu'ils viennent lui donner du vin. Pourquoi? Parce que Achashverosh, depuis qu'il était marié avec Esther, et quand il était avec Esther, ça lui donnait beaucoup soif. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que à chaque fois au milieu de la nuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, amenez-moi un verre de vin, amenez-moi un verre de vin. Et ils ont dit, mais attends, ça ne peut pas continuer comme ça, on va mourir, on n'en peut plus, on ne dort plus. Alors un, il a dit à l'autre, écoute, Bigtana, il a dit à Teresh, viens, on empoisonne le roi, et on n'en parle plus. Seulement Mordechai, il comprenait la langue perse, il comprenait ce qu'il disait. Donc c'est pour ça ce qu'il a fait, il est vite parti voir Esther. Esther qui est partie voir Achashverosh, qui a dit, sache que Bigtana et Teresh veulent t'empoisonner. Et voilà le lendemain, lorsqu'ils sont venus lui amener le repas, etc., ben, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Achashverosh, évidemment, était au courant. Il a dit, je veux que d'abord, on m'amène un chien de la rue et le chien va manger d'abord le repas. Évidemment, le chien a mangé et le chien est mort. Bigtana et Teresh, ils ont été évidemment pendus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a été écrit dans le livre des souvenirs que Mordechai Hatzadik a sauvé la vie du roi. Point. Mordechai est malheureux. Mordechai ne sait pas quoi faire. Il va voir Esther, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais pas ce qui s'est passé? Aman, il veut par esquinter tout le peuple juif. Il dit, mais alors qu'est-ce que je peux faire, moi? Il dit, écoute, va voir le roi, fais quelque chose, débrouille-toi, va voir le roi. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Va voir le roi, et parle, je sais pas, moi. Bon, elle dit, mais je comprends pas, le roi, il ne m'a pas appelé. C'est-à-dire que si je vais devant le roi, alors qu'il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas convoqué, Khadato Lamit, c'est condamnation à mort. Mordechai lui a dit, tu n'as pas le choix, tu dois y aller. Alors Esther lui dit, écoute, je suis d'accord, mais à une condition. Kenos et Kol HaYehudim réunit tous les juifs. Et vous ne mangerez pas, vous ne burez pas pendant 3 jours. C'est quoi ces 3 jours? C'est 3 jours de Pessah. Quand on ne mangerait pas, ça veut dire ne mangez même pas des matzot. Ne buvez pas, c'est-à-dire ne buvez même pas les arbakosot, les 4 verres, les 4 coupes de vin qu'on boit à Pessah. Jeûner. Nashim, Anashim, Vetaf, même les enfants, tout le monde doit jeûner. C'est ce qui se passe. On commence à jeûner. Et voilà qu'Esther, au bout de 3 jours, qu'elle aussi était en train de jeûner, voilà que Esther s'approche vers Achashverosh. Il y a les premiers gardes. Qu'est-ce que tu veux? Elle commence à te faire un bond. Boum! Elle dépasse, jusqu'à qu'elle arrive devant le roi. Et bien sûr, tac, on lui met les lances là. Qu'est-ce que tu veux? Et là, on va voir. Le roi, s'il lui balance, s'il lui met devant elle le sceptre, ça veut dire qu'elle est sauvée. Sinon, ça veut dire qu'on lui coupe la tête. Et le roi, il dit, je comprends pas. Vashti, que j'ai convoqué, qu'elle n'est pas venue, je l'ai tuée. Elle, je ne l'ai même pas convoquée et elle vient. Mais évidemment que je vais la tuer. Mais le malach, il a pris le bâton, il a donné du chai, il a donné de la grâce dans les yeux de Esther. Et voilà qu'il a pris son sceptre. Et son sceptre, il s'est agrandi jusqu'à arriver. Voilà qu'il avait un petit sceptre de 1 mètre. Et voilà, il fait 30 ou 40 mètres son sceptre. Et voilà, viens ici. Et voilà qu'elle s'approche. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Imaginez-vous, Esther, qui avait plus de 80 ans, elle est verte, elle a après 3 jours de jeûne, imaginez comment elle devait être belle. Et pourtant, le reine, Hachem, il a envoyé la grâce à ses yeux. Il dit, oui Esther, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que, aujourd'hui, je vais faire un michté, je vais faire un repas entre le roi, moi et Aman. Le roi dit, oh là là, c'est chaud là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Esther, elle n'est pas en train de risquer sa vie pour me donner un blinchess ou me donner un borékas. Esther, elle n'est pas en train de risquer sa vie pour me dire, est-ce que tu veux pas venir avec moi, on va faire une petite balade à la plage. Elle est en train de risquer sa vie parce qu'il y a quelque chose de très important. Et si elle veut me convoquer avec Aman, alors c'est qu'il y a quelque chose. Et voilà qu'on arrive. Il y a Aman, il ne sait pas ce qu'il veut. Il est tellement waouh, il y a le roi, la reine et moi. Oh, mais quel kavod! Il n'y a que moi. Mais
voilà le Achashverosh, il demande à Esther, qu'est-ce que tu veux? Il dit, le roi Achashverosh, j'aimerais beaucoup que demain, on refasse la même chose. Encore un michté. Alors vas-y, dis tout de suite, qu'est-ce que tu veux? Non, non, demain. Très bien. Bon, Aman, tu es convoqué demain. Le roi va dormir. Et voilà qu'il y a un malach. Voilà que ça commence à gigoter dans sa tête. Mais qu'est-ce qu'elle veut chez moi? Qu'est-ce qu'elle veut chez moi? Et c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle veut chez moi? Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. On fait une pause. On se passe maintenant dans la maison de Haman. Qu'est-ce qui est en train de passer à ce moment-là? À ce moment-là, Haman il est en train de se dire, je sais ce que je vais faire. Je vais profiter de ce michté là. Je vais aller, je vais proposer au roi de construire une potence. Et de là-bas, on va pendre Mordechai. Sa femme, Zeresh, elle lui a dit, très bonne idée. Tu sais quoi, on va la faire maintenant, la potence. Une potence immense, de 50 amotes. D'accord? Que tout le monde voie. Tout le monde. Et donc on va voir des poutres tellement grandes. Casse ta maison. Il a cassé sa maison. Et il a fait des poutres immenses pour pouvoir pendre Mordechai. Il a dit maintenant, il me manque une chose. C'est la signature du roi pour pendre Mordechai. Reprenons maintenant l'histoire de Achashverosh. Donc Achashverosh est là. Il est là. Et il se dit, mais qu'est-ce que... Oh! Je sais ce qui se passe. Peut-être qu'en fait, Haman et Esther sont en train de faire un complot contre moi pour me tuer. Parce que pourquoi Esther aurait invité Haman au michté que Haman? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà que le roi, voilà qu'il y a un malach qui est venu et qui a fait tomber plus de 300 fois Achashverosh de son lit. Ça veut dire que si on compte que la nuit elle faisait à peu près 400 minutes, ça revient que tous les 1 minute 20, il tombait de son lit. Et Achashverosh, il se dit, mais pourquoi je tombe de mon lit? Pourquoi je tombe de mon lit? Pourquoi je tombe? Il dit, je sais, j'ai été empoisonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de perdre l'équilibre. Pourquoi? Parce que j'ai été empoisonné. Et pourquoi j'ai été empoisonné? Parce qu'ils sont en train de comploter quelque chose contre moi. Ils veulent me tuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Haman, il va se marier avec Esther, et ils vont reprendre le royaume, ils vont reprendre le truc, et moi, ils vont m'envoyer paître. Ouah, ça se passera pas comme ça. Et voilà, il commence à gigoter dans sa tête. Il dit, je veux savoir quelque chose. Amenez-moi ici le fils de Haman, qui était alors le Karian, celui qui, d'accord, le speaker du roi. Ouvre-moi le Sefer HaZichronot, le livre des souvenirs, et lis-moi ce qui a marqué là-bas. Et voilà qu'il ouvre. Il est marqué, Mordechai a sauvé la vie du roi. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il fait le fils d'Aman? Il tourne de page. Qu'est-ce qui a marqué à la deuxième page? Mordechai a sauvé le fils du roi. A sauvé le roi. Alors il tourne encore une fois la page. Il a marqué la même chose. Il tourne encore une fois la page. Il a marqué la même chose. Alors il décide de gommer. Mais ça revient. Jusqu'à que Achashverosh commence à s'impatienter. Hé, Rabou, dis-moi ce qui est marqué. Bon, il est marqué Mordechai Yehoudi a sauvé la vie du roi. Il dit, mais dis-moi, on l'a récompensé? Non, il est marqué qu'il n'a pas reçu de récompense. Mais voilà que ce qui c'est qui est en train de venir au milieu de la nuit dans le palais du roi pour pendre Mordechai, qui c'est? Haman. Qu'est-ce qui se passe? Haman, j'ai entendu, en bouteille. Le roi Achashverosh dit, qui c'est qui est là? Il dit, Haman. Il dit, super, appelez-le. Bonjour Haman. Oui, bonjour monsieur le roi, je voulais vous dire. Ah non, laisse-moi parler d'abord. Oui, bonjour monsieur le roi, qu'est-ce que vous voulez? Le roi, il s'est dit, attends, je vais faire quelque chose. Je vais demander une question à Haman pour voir qu'est-ce qu'il pense. Je vous écoute. Il a dit à Haman, dis-moi Haman, j'ai quelqu'un que j'aime énormément et j'aimerais beaucoup lui montrer toute ma reconnaissance. Qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour lui? Achashverosh savait très bien qu'Haman allait penser qu'il s'agissait de lui. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il était en train de manigancer dans toute cette histoire. Il voilà que quoi? Que exactement, Haman, il pensait vraiment qu'il s'agissait de lui, et c'est pour ça qu'il a mis le paquet. Il a dit, dans ce cas-là, je l'aurais mis sur le cheval royal, avec les habits du roi, et on aurait dit, Kachayasé, comme ça on va faire à celui que le roi aime. Et là, ça commence par Haman, et Achashverosh, il commence à avoir de la fumée qui sort du truc.
du nez. Il dit, attends. Ça veut dire que tout mon calcul que j'ai fait, il est vrai. Pourquoi il est vrai? Parce que c'est ça que tu veux me détrôner, c'est pour ça que tu veux prendre le cheval du roi. Oh là là, tu vas voir, je vais te mettre à la casserole. Il dit, bon, regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre, tu vas faire exactement ce que tu as dit, mais exactement, mot à mot. Et tu vas faire exactement Mordechai. Il dit, monsieur le roi, c'est pas possible. Il dit, oui, peut-être que tu le fais maire d'une grande région. Non, je veux que tu fasses ça. Non, mais peut-être que tu vas le faire alors ambassadeur. Non. Peut-être que tu vas le faire ministre. Il dit, super, tu vas le faire maire, ambassadeur, ministre, et tu vas le mettre sur le cheval aussi. Allez, tout. Bon, il ne sait pas tellement quoi faire. Maintenant, repassons chez Esther. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait fermer tous les bains de la ville. Et voilà que Achashverosh, voilà que Aman, il vient chez Mordechai, il lui dit, allez, tu dois monter sur le cheval, parce que tu dois mettre les habits royaux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je peux pas, j'ai les cheveux longs, je suis BFV, je suis sale. Il dit, va au bain. Mais non, mais les bains sont fermés. C'est toi qui vas me couper les cheveux. Après tout, tu es mon serviteur. Tu vas me couper les cheveux, tu vas me laver, tu vas me faire beau, tu vas me mettre la belle tenue royale, je vais monter sur le cheval. Et voilà que Aman, et voilà qui fait tout ça. Et à la fin, Mordechai, il n'arrivait pas à monter sur le cheval blanc du roi. Donc Aman, il s'est mis à quatre pattes. Et voilà que Mordechai, il lui a mis un bon coup de pied, d'accord, bien placé. Pas dans la tête, ailleurs. Parce que s'il avait la coupé dans la tête, alors il aurait libéré son évêque. Comme il est marqué que si un don, si le propriétaire de l'esclave, il donne un coup dans la tête à son esclave, l'esclave, il est libéré. Donc il a donné un coup, pas dans la tête, il l'a donné ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait Aman, il a réussi à piquer les habits de Mordechai. Il a mis les habits de Mordechai. Juste que Mordechai, il a dit, attends, tu veux me piquer mes habits? Il n'y a pas de problème, mais juste une chose. Tu vois là-bas, il y a les tzitzit. Vous savez, quand on avait 4 ans, il faut mettre des tzitzit. À l'époque, les tzitzit, ils étaient bleus, très laids. Il a pris les tzitzit et il a dit, attends, l'habit maintenant royal que tu me donnes, il a aussi 4 points. Donc il a mis les tzitzit. Et voilà qu'il avance sur le cheval du roi. Maintenant, tout le monde, au début, pensait que Mordechai était en train de tirer le cheval et Aman était sur le cheval, puisqu'il voyait des habits de rabbin qui étaient en train de tirer et des habits d'un roi qui étaient en train de... Et le monde a vu, il dit, oh, qu'est-ce qui nous arrive? Il dit, mais vous avez vu le trélet de Mordechai? Vous avez vu les tzitzit? Mais c'est Mordechai qui est sur le cheval. Regardez, c'est Aman. C'est Aman qui est c'est Aman qui est en train de tirer le cheval. C'est ça qui est écrit sur Shanat Yaakov, Tzala Vesamecha. Que tout le peuple juif était content en voyant le trélet, en voyant le bleu, le tzitzit de Mordechai. Parce que là, ils se sont rendus compte que tout est en train de changer. Tout est en train de prendre une autre tournure. Seulement, il y a la fille de Mordechai, la fille de Haman. La fille de Haman, elle habitait en hauteur. Elle n'avait pas dormi de la nuit parce qu'elle avait construit la potence pour Mordechai toute la nuit. Et qui elle voit un rabbin en train de tirer le cheval. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, ah, celui-là c'est Mordechai. Alors, ça ne suffit pas à toutes les bouchottes, toutes les hontes qu'il est en train de recevoir. Il va recevoir un petit peu plus. Elle a pris tout le pot de chambre de toute la famille, elle a versé sur celui qui tirait le cheval. Et quand il a levé les yeux pour savoir c'était qui lui a versé le pot, elle a vu Sarachol que c'était son père. Et bien qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ouais, il va rentrer à la maison, il va me donner il va me tuer, il va m'escanter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, elle a sauté par la tête, elle s'est tuée. Ah, quelle vie, hein, maintenant. Allez, repassons maintenant l'histoire d'Achashverosh. Voilà qu'Achashverosh, il est au crépuscule, il n'en peut plus, il a dit, je veux venir au Michté, je veux voir qu'est-ce qui se passe. Et on avait prévu, je ne comprends pas, à 8h du matin. À 6h du matin, il est déjà là. Et voilà que Esther vient. Et maintenant, il dit, mais appelez Aman. Mais Aman, il ne peut pas venir. Aman, il est tout sale, il a toute la saleté des pots de chambre. Et voilà que les gens le tirent. Viens, tu dois aller chez le roi. Maintenant, imaginez-vous qu'il arrive comme ça, avec une odeur. Il arrive sur lui, avec plein de trucs sur lui, il arrive, voilà. Et alors le roi, il demande à Aman, et le roi, il demande à Esther, mais qu'est-ce que tu veux? Il a dit, sache une chose, le roi, sache monsieur le roi, comme ça lui dit Esther, il y a quelqu'un qui est venu pour nous exterminer. Le Aman, et moi et mon peuple, ils veulent m'exterminer. Il dit, mais c'est lui, c'est Aman. Le roi, il n'en pouvait plus. Aman. Mais non. Il y a Léonavi qui s'est déguisé en Harbona. Et il a dit, mais en plus, non, j'ai oublié un petit épisode, c'est qu'il a dit, donc le roi il est sorti pour un petit peu s'aérer, il a un petit peu s'aéré, il est parti sur son balcon, et il voit des gens qui coupent des arbres du jardin royal. En
fait, c'était des malachim, c'était des anges qui étaient en train de couper des arbres. Il dit, mais qui vous êtes? Il dit, ben, on est en... Aman, il nous a dit de couper les arbres. Je dis, mais attends, Aman, il s'est pris pour le roi? Mais alors vraiment, il se prend pour le roi. Et qu'est-ce qui se passe? Que Aman se trouvait donc dans la chambre de la reine, et il y a un malard qui est venu qui l'a poussé sur le lit. Et donc il va pour se relever, le malard, hop, il le repousse. Il le repousse. Jusqu'à qu'Achashverosh il arrive, il dit, attends. Alors tu veux complètement me détrôner. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu as essayé de me détrôner, et en plus, tu viens maintenant me piquer la reine dans ma chambre. Tu t'asseoir sur le lit de la reine. Harbona, il est venu, il dit, tu sais que Aman a fait une grande potence pour aller pendre Mordechai. Il a dit, alors, pendez-le. Et il s'est fait pendre. Ouais, il s'est fait pendre, lui, ses 10 fils. Et bien sûr, la Yehudi Maïtaora, Bessimcha, de sa syndicat, les Juifs étaient très heureux. Rabotai, ça c'est l'histoire de Purim. Alors pourquoi il faut être tellement heureux à Purim? Parce que si on regarde bien, quel était l'argument clé de Haman d'exterminer le peuple juif? Vous savez c'était quoi? Yeshno Amichad Mefuzar Meforad Benami. Il y a un peuple qui est dispersé. Dispersé, c'est pas forcément d'une manière géographique qu'ils ont dispersé. C'est que chacun, vous savez, bon, était là, on s'en fout, ça veut dire chacun s'en fout de la vie de l'autre. Et qu'est-ce qu'elle a dit Esther? Kenos, rassemble-les. Le peuple juif, lorsqu'il est rassemblé, jamais personne ne pourra quelque chose contre lui. Le peuple juif, quand il est une unité, personne ne pourra rien contre lui. Jamais personne ne pourra contre lui. Parce que tout le peuple juif, c'est d'être un seul. Tout le peuple juif, c'est d'être une unité, d'être une seule personne. Peu importe qui tu es, tu sois marocain, tunisien, ashkénaze, polonais, yémanite, on s'en fout, on est tous la même personne. Genre quelqu'un m'a dit, mais je comprends pas, on n'est pas les mêmes, pourquoi? J'ai dit, c'est un orchestre. Un orchestre, il y a une batterie, il y a un piano, il y a une guitare, il y a une trompette. Chacun fait du bruit, mais c'est un orchestre, on a besoin de chacun, on est tous ensemble. Chacun en soi, c'est quelqu'un qui viendrait à faire de la batterie tout seul, ça ferait un boucan et c'est insupportable. Mais tous ensemble, c'est magnifique. C'est ça toute l'histoire de Purim. C'est ça que Chachamim vient nous apprendre. Purim, on est tous ensemble, on est Beyachad, on est unis, on s'aime tous, on est tous ensemble. En bataille. C'est pour ça que pour le Mishté, il faut être tous ensemble. C'est pour ça que Mishloach Manot, il faut donner des choses pour être tous ensemble. C'est pour ça que partout, il faut être tous ensemble. En bataille. Une petite histoire, on termine. À l'époque de la guerre, il y a un juif ashkénaze qui a réussi à se sauver à la nage. Il a réussi à trouver une planche de bois, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à se sauver de la main des nazis. Et voilà qu'il s'est retrouvé en Tunisie. Il va chez les Tunisiens, donc les Tunisiens à l'époque de la guerre, vous imaginez qu'ils ne s'habillaient pas tellement à l'européenne, ils avaient tous des djellabas, ils avaient tous des turbans, donc il arrive chez eux, etc. Et puis ils écoutent à la radio que le camp de Auschwitz est tombé, ils ont tous été exterminés. Et puis il commence à pleurer parce qu'il savait que toute sa famille était là-bas. Et donc il savait que sa famille avait été exterminée. Mais à un moment, il voit quelque chose de très bizarre. Il voit que toute la famille, ils sont tous en train de pleurer. Il arrête, mais je ne comprends pas. Moi que je pleure, je connais, je sais, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est mon père, je sais, c'est ma famille. Mais vous avez personne là-bas, pourquoi vous pleurez? Il a dit, parce que, sache une chose, parce que c'est des juifs. À ce moment-là, ce juif a dit, je sais une chose, que Hitler tuera des milliers et des millions de juifs, mais il n'arrivera jamais à exterminer le peuple juif. Parce que s'il y a un juif de l'autre côté de la planète qui arrive à pleurer, parce qu'il y a un autre juif qui ne connaît même pas, de l'autre côté de la planète qui a été assassiné, c'est pour une chose. Ça prouve notre unité, ça prouve qu'on est tous ensemble. Ça prouve que le Ham Israël, on est tous ensemble. En bataille, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours tous unis, qu'on soit toujours ensemble. Et Bezrat Hashem, on se retrouve pour de nouveaux shiurim, Be'atzlacha, et Purim Sameach.